Affiches. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire un mot d'où je viens. J'ai travaillé pendant 30 ans à l'INRA dans un laboratoire spécialisé sur le lait et les produits laitiers, donc j'ai beaucoup travaillé sur l'affinage des fromages. Et j'ai quitté l'INRA il y a 4 ans, mais je n'ai gardé que 2 choses. La première, c'est la rédaction avec des collègues d'un ouvrage sur le lait et les produits laitiers, parce que j'entendais trop de bêtises partout autour du lait, donc accessible aux citoyens. Donc si ça vous intéresse, venez en parler à la fin. Et la fondation, parce que je trouve que c'est une idée vraiment extraordinaire de réunir les différents acteurs pour mettre ce sujet sur la table. Et je crois que ce serait dommage d'opposer fromage et fromage au lait cru. Voilà, je dirais que le fromage cru, c'est la crème des fromages. Et si on montre que les fromages dans leur ensemble, parce qu'ils sont des bons vecteurs de micro-organismes, ils sont importants dans notre diète, les fromages au lait cru seront d'autant plus valorisés. Donc je commence. Évidemment, ces affiches, c'est une base de discussion qui peut être changée suite à vos remarques à la fin. C'est vraiment des outils pour parler aux consommateurs, aux citoyens. La première, c'est le fromage, un aliment vivant. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça dans notre alimentation. Sur la croûte et au cœur de la pâte, il y a une flore de micro-organismes, bactéries, levures, moisissures. Il y a aussi des virus, mais on en parle moins. Ils ne sont pas importants technologiquement, très diversifiés. Et ces ferments jouent plusieurs rôles. Mais ça, je ne sais même pas si tous vos clients savent que quand ils mangent du fromage, ils mangent énormément de micro-organismes. Alors, ces ferments sont des ferments bâtisseurs et contribuent à faire cailler le lait, bien sûr, par la production d'acide lactique et avec la présure, à transformer cette matière liquide en matière solide, apte à se conserver. Et ce faisant, donc il se développe et on arrive à des teneurs en micro-organismes, ça a été dit plusieurs fois, jusqu'à 1 à plusieurs milliards de micro-organismes par gramme de fromage. Et il se trouve que dans notre pays, la France, où on est dans les premiers consommateurs de fromage au monde, c'est donc la première source de micro-organismes vivants dans notre alimentation. Donc à ce titre-là, le fromage est vraiment particulier dans notre diète à nous. Si on va en Corée, ce sera le kimchi, la première source de micro-organismes vivants. Mais chez nous, c'est le fromage. Et vous pouvez regarder autour voilà, dans la diète, il n'y a pas d'autres aliments aussi riches en micro-organismes. Alors évidemment, on a la charcuterie, on a les olives, mais on n'en mange pas autant, et ils ne sont pas aussi riches, la plupart. Donc, en caillant le lait, on concentre les éléments nutritifs du lait d'une manière telle que ce lait peut se conserver. Et ça a été une révolution pour les humains. C'est les premières conserves de l'humanité, puisque le lait lui-même ne se conserve pas bien, pH neutre, très riche en nutriments, et contenant beaucoup d'eau. Donc, on concentre les éléments nutritifs du lait. Ce faisant, on leur donne toutes sortes de formes, et les micro-organismes en présence développent des saveurs. Ils libèrent de nombreux composés aromatiques. Dans le comté, on en a dénombré plus de 300, par exemple, qui contribuent à l'intensité de l'expression des saveurs, donc beurré, fruité, épicé. Et l'équilibre de l'écosystème, la composition de l'écosystème, va déterminer la composition des composés aromatiques. Et un arôme peut en cacher un autre, donc ce sont des balances extrêmement complexes. En tout cas, ces ferments, non seulement contribuent à la réalisation du caillé, mais produisent des arômes in situ. Donc, ce sont vraiment des artisans de l'émotion fromagère. Et c'est vrai pour tous les produits fermentés. C'est vrai pour beaucoup de produits qui ont du goût dans notre diète, en fait. Les micro-organismes sont souvent derrière. Ils contribuent aussi à la texture. Au fil de l'affinage, ils contribuent à rendre la pâte plus souple, fondante, plus crémeuse, mais aussi filante. Il n'y a pas d'aligot sans un certain stade d'affinage, sans une certaine action des micro-organismes. Il n'y a pas de trou dans les mentales sans production de CO2 par les bactéries propioniques. Donc en fait, ils ont aussi beaucoup d'effets sur l'aspect, sur la texture du fromage. Donc en fait, c'est micro-biodiversité, c'est quelque chose d'invisible, qui donne des résultats extrêmement variés, visibles, qui enchantent nos papilles, qui enchantent toute notre gastronomie en fait. Et les Américains résument ça très bien en disant « microbes make cheese », aussi simplement que ça. Sans enlever le rôle des fromagers, bien sûr, qui orientent toute cette diversité. Je les passe toutes et on discute après. Alors, deuxième affiche, le fromage, un aliment super. Donc c'est un aliment hyper complet, riche en nutriments essentiels et en micro-organismes diversifiés. On l'a vu tout à l'heure, cette flore qui est dans ces écosystèmes microbiens qui sont dans le fromage, en fait, ils parviennent à survivre à l'estomac parce qu'ils sont dans la matrice fromagère qui a un pouvoir tampon très fort. Donc en fait, ils survivent. Donc ils arrivent dans l'intestin vivants.
pour une grande partie d'entre eux. Et là, ils vont jouer sur la richesse et sur l'équilibre de notre microbiote intestinal. En fait, ils ne s'installent pas, mais ils ont vraiment un rôle de jouer sur l'équilibre, sur la composition, sur le fonctionnement de ce microbiote. Or, on sait maintenant de plus en plus que ce microbiote a un rôle majeur pour notre santé. Donc voilà, tout ce qui peut l'enrichir, améliorer son fonctionnement, est donc une piste intéressante pour notre santé. Et à ce titre, le fromage est un produit vraiment intéressant. Deuxième point, c'est un aliment complet. C'est quand même le lait des mammifères, c'est 210 millions d'années d'évolution, c'est conçu pour nourrir. Et le fromage, c'est une concentration des éléments nutritifs du lait. Donc c'est vraiment une matière première très noble. Ça contient beaucoup d'éléments intéressants, des protéines très assimilables et de haute valeur nutritionnelle. Ça contient des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, tout ça qui était dans le lait au départ. Des matières grasses, dont certaines sont très intéressantes. Il y a plus de 400 acides gras différents dans le lait. Donc il y en a certains qui ont des fonctions extrêmement intéressantes. Il y a des phospholipides qui sont très importants pour nos membranes, pour notre cerveau, pour le développement du cerveau des enfants. Donc il y a des tas de composés extrêmement intéressants dans le fromage. Et de plus, cette microflore, donc elle représente en elle-même un apport important. Et puis, en se développant, elle transforme les éléments nutritifs du lait en des tas d'autres composés et métabolites qui enrichissent nutritionnellement le produit. Donc le fromage est un produit dense nutritionnellement. Bien sûr, il est calorique, mais ces calories sont associées à beaucoup de nutriments. Si vous prenez le Coca-Cola, il est très calorique, il est associé à aucun nutriment. Donc voilà, c'est un produit dense nutritionnellement. Donc je suis assez d'accord qu'il faut arrêter d'être sur la défensive parce que c'est un produit merveilleux, et notamment les fromages au lait cru aussi. Il n'augmente pas le risque de maladies cardiovasculaires. Alors ça, c'est vraiment un changement de paradigme, et ça, c'est vraiment très solide. Vous pouvez vraiment le dire. C'est clair maintenant. Depuis une dizaine d'années, les études s'accumulent. Le fromage, pris évidemment dans des quantités raisonnables et avec une vie par ailleurs pas trop sédentaire, n'augmente pas le risque cardiovasculaire. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment dire, d'autant qu'il y a un certain nombre d'études qui ajoutent que ça réduirait ce risque. Bon, ça reste encore à confirmer. Ce serait quand même assez joli qu'on puisse dire ça un jour, mais je pense que déjà, pouvoir dire avec certitude que ça n'augmente pas le risque, c'est une grosse avancée. Alors, c'est notre allié contre les allergies, ça a déjà été dit tout à l'heure. Hein. Il y a de rares cas d'allergie aux protéines de fromage, mais ces microflores permettent à notre organisme de mieux se défendre ensuite contre ces allergies. Alors, ces allergies, elles sont dirigées contre les caséines, principalement contre les caséines du lait, pas que, et ça concerne 0,5 à 3% des nourrissons et 0,5% des adultes. Donc ça disparaît. Quand on grandit, ça disparaît beaucoup. La transformation du lait en fromage réduit significativement cette sensibilité. Donc là aussi, le fromage présente un avantage. Et il y a des effets protecteurs à long terme contre les autres allergies. C'est ce qu'on a vu grâce à son impact positif sur le microbiote, la consommation précoce, avant 18 mois, et ça aussi c'est bien étayé, de produits laitiers et en particulier de fromage, diminue significativement le risque d'apparition ultérieure d'allergies alimentaires et de maladies atopiques chez l'enfant, asthme et eczéma. Et ce n'est pas des petites maladies anecdotiques, il y a beaucoup de problèmes d'asthme et d'eczéma, et l'asthme assez sérieux. Donc, de manière générale, la microbiodiversité des fromages renforce nos défenses immunitaires. Et là, il y a une très belle citation de Marc-André Sellos, qui est là et qui pourra nous en dire plus tout à l'heure. Ne plus avoir d'interaction avec le monde microbien constitue un vrai danger pour l'homme. Moins nous nous exposons à la diversité, plus nous nous fragilisons. Donc là, c'est vraiment la notion de terrain. Et il y a un livre également de Marc-André qui s'appelle Jamais seul, qui est très très bien, je le recommande, sur le fait qu'on est entouré de micro-organismes et qu'on vit en symbiose avec eux. Donc, effectivement, réduire le risque ne doit pas vouloir dire se mettre dans une forteresse stérile, ce serait complètement contre-productif. Et il y a un autre livre qui vient de sortir, je ne sais pas si vous avez vu le document d'Arte, qui s'appelle Vive les microbes. Donc ça aussi, je pense que c'est important dans l'imaginaire collectif de rétablir l'immensité des rôles positifs que jouent les microbes dans notre vie versus les quelques pathogènes qui nous compliquent l'existence. Sur le lactose, le vrai du faux, une autre affiche. Ça aussi, je ne sais pas si vos clients le savent, mais dans les fromages affinés, il n'y a plus de lactose. Dans le beurre, il n'y a pas de lactose. Dans le yaourt, il y en a moins que dans le lait au départ. Bon, ce n'est pas 1%, c'est plus près de 2 ou 3. Mais même dans le yaourt, si vous consommez du yaourt, vous consommez aussi des bactéries lactiques qui, elles, ont l'enzyme, la lactase, et qui survivent, comme je vous l'ai dit. Et ça a été démontré qu'elles continuent à digérer le lactose à votre place.
dans l'intestin. Donc même pour les intolérants au lactose, on peut manger du yaourt. Mais l'idéal, c'est évidemment les fromages affinés qui n'en contiennent plus du tout. Alors, l'intolérance au lactose, ça concerne, je crois, à peu près 20% des individus en France qui n'ont plus la capacité à digérer le lactose. C'est quelque chose que nous avions tous au départ, puisqu'il y a du lactose dans le lait maternel ou dans les laits maternisés. Mais c'est quelque chose qu'on perd en grandissant, sauf une partie de la population qui garde cette capacité. Mais pour ceux qui la perdent, alors du coup, ça donne des désagréments digestifs quand on consomme des produits lactosés. Donc voilà, ça je ne sais pas non plus si vos clients le savent, qu'en consommant des fromages affinés, il n'y a plus de problème d'intolérance au lactose. Alors les plus du fromage au lait cru, je pense que c'est une affiche qui vous intéresse beaucoup. Du goût et de la personnalité, ça c'est certain, grâce à cette flore diversifiée qui donne des arômes diversifiés. Une grande complexité aromatique donc, qui varie en fonction des saisons, des goûts, des producteurs. C'est le propre des produits vivants, artisanaux, vraiment où il y a beaucoup de savoir-faire derrière. Ça valorise des territoires énormément. Et je ne sais pas si vous êtes déjà demandé comment un pays comme la France, qui est 0,45% de la surface des terres dans le monde, est celui où il y a le plus de diversité fromagère au monde. Et en fait, c'est beaucoup dû à la diversité de nos terroirs. En fait, sur un tout petit espace, on a une incroyable diversité de terroirs. Il y a eu beaucoup d'intelligence, de développement, de valoriser des terroirs difficiles par des élevages et des productions fromagères adaptées. Et puis il y a eu les moines, c'est un pays né de l'Église, donc les moines ont beaucoup œuvré pour le développement de ces technologies fromagères très variées. Et puis il y a eu les rois, dont le train de vie favorisait énormément la production de ces fromages très goûteux. C'était une époque où le train de vie de l'État favorisait les fromages. Et donc, ça aboutit à notre diversité qui est un véritable trésor. Je ne sais pas si on prend la mesure du trésor qu'est cette diversité de savoir-faire fromager en France. Et enfin, ils ont des bénéfices de santé par la microbiodiversité qu'ils portent, les fromages au lait cru. Ce dont on est sûr, c'est que la diversité des espèces et des souches à l'intérieur des fromages au lait cru est plus importante. La plupart du temps, parce qu'il y a des fromages pasteurisés qui sont très riches en microflore. Donc, la plupart du temps, elle est beaucoup plus riche que dans des fromages pasteurisés ou industriels. Ça, c'est sûr. Les choses qui sont moins étudiées, qui sont très importantes, c'est que aussi tout traitement thermique va jouer sur le lait, va jouer sur les composants du lait, va faire précipiter le phosphate de calcium, va jouer sur les protéines et leur conformation, va jouer sur les vitamines, diminuer les vitamines, va jouer sur d'autres molécules bioactives qui sont présentes au départ. Donc, quand on fait du fromage au lait cru, on préserve tout un potentiel d'enzymes, de composés bioactifs, et dont on ne connaît pas encore toutes les vertus. Donc je pense que c'est vraiment très précieux de parvenir à faire du fromage en surveillant les flux microbiens, en maîtrisant l'hygiène, mais avec beaucoup de douceur pour les molécules et toutes les composantes du lait du départ. Alors, j'ai plus de mal avec cette slide-là, je vais vous l'avouer, sur cette affiche-là. Moi, je suis très embêtée en fait avec cette affiche. Bien sûr, des fromages pour tous les palais et pour tous les goûts. Bon, les fromages au lait cru, on sait ce qu'ils apportent. Les fromages au lait pasteurisé, je trouve que c'est dommage d'opposer en fait. C'est juste important que le consommateur sache la différence. Voilà. C'est pas la même chose, c'est pas le même mode alimentaire, c'est pas le même, on ne soutient pas la même chose quand on choisit l'un ou l'autre. C'est un peu réducteur l'image qu'on donne des fromages pasteurisés sur cette. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux manger un fromage pasteurisé que pas de fromage du tout, parce que dans les fromages pasteurisés, il reste encore beaucoup de micro-organismes, bien sûr. Ils sont très riches en micro-organismes aussi. Donc voilà. Je crois que c'est la dernière. Ah non, à tous les âges de la vie. Bref, j'aimerais bien que ce soit une discussion tout à l'heure. À tous les âges de la vie, pour se faire plaisir en toute sécurité, ça j'imagine que vous avez beaucoup de questions au quotidien. Dès le plus jeune âge, fréquenter, consommer de la diversité microbienne semble être quelque chose de favorable pour notre système immunitaire et joue un rôle protecteur pour la santé future. On sait que les préférences alimentaires d'un individu se forgent assez tôt, dans les 5-6 premières années de la vie. Donc si on ne leur donne pas le goût de cette diversité aromatique très tôt, c'est compliqué après. Il y a des populations sensibles, donc très jeunes enfants, femmes enceintes et personnes âgées ou immunodéprimées.
Et donc ceux-là ne doivent pas être exposés à d'éventuels pathogènes. Leur système immunitaire n'est pas suffisamment mature ou robuste. Et par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils peuvent consommer des pâtes pressées cuites qui n'ont jamais été incriminées, sauf récemment des pâtes pressées cuites où la croûte avait été râpée en même temps que le reste. Mais sinon, si vous conseillez à vos clients plus fragiles les pâtes pressées cuites et d'une manière générale d'enlever la croûte des fromages, vous leur faites prendre aucun risque. Vous ne leur faites prendre aucun risque. Voilà, sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, un fromage pasteurisé n'est pas forcément une sécurité absolue. C'est un tiers des cas de TIAC où les produits laitiers sont impliqués. Donc voilà, le mieux c'est pâtes pressées cuites en enlevant la croûte. Merci et c'est ouvert maintenant à discussion avec vous. Alors, je reviens sur la matière grasse laitière. Je voulais citer ça tout à l'heure, mais là il y a sans doute des arguments pour aller voir Nutri-Score. Parce que les fromages sont très très stigmatisés sur la matière grasse, donc il y a sans doute des évolutions à envisager. Déjà, l'alimentation joue sur la qualité de la matière grasse. À distance, on a une question sur les différences de l'impact entre les 3 espèces laitières, sur les différents sujets associés qui viennent d'être présentés. Est-ce qu'il y a un effet fort ou pas forcément selon les différents sujets qui ont été présentés? Alors sur le plan aromatique, oui, puisque les 3 laits sont très proches en termes de type de composants. Tous les laits des mammifères ont grosso modo les mêmes composants, mais il y a des proportions qui varient. Et aussi, en termes de composition de la matière grasse, ça varie selon les 3 espèces. Donc, le lait de chèvre est très typé aromatiquement avec les acides capriques, capryliques et le 3e caproïque. Et donc, cela est type fortement en termes aromatiques, déjà. Mais après, les mécanismes sont les mêmes. Les écosystèmes microbiens vont faire les mêmes choses, que ce soit dans un lait de chèvre, de brebis ou de vache. Ils vont s'attaquer aux protéines, les couper en petits bouts, ils vont produire des acides organiques qui vont jouer sur le goût. Ils vont produire des composés volatiles à partir des acides aminés libérés. Enfin, les mécanismes sont les mêmes quel que soit le lait de départ. Après, le lait lui-même va typer. Il y a tout un discours global, grand public, sur des produits, le lait de brebis notamment, qui serait moins toxique, moins allergisant, etc. Là, je parle sous le contrôle de Stéphane. On n'a rien trouvé de tout ça, Stéphane, dans la littérature. Non, il n'y a sur pas de données. La performance sanitaire des différents laits, selon l'espèce animale. Ah, non, pas spécialement. Non. La question que je me pose, en fait, est-ce qu'on ne compare pas un peu les choses qui ne sont pas du tout comparables? Parce qu'on met... Qu'est-ce que c'est les volumes de fromage au lait cru aujourd'hui par rapport à tout ce que la grande distribution fait, que je n'oserais pas appeler fromage, et que tout le monde met quand même dans sa ration alimentaire et qui sont totalement neutres? Je suis dans une génération où toutes mes copines ont des enfants. Qu'est-ce qu'on donne comme lait? Je ne suis pas sûre que la poudre qu'on ajoute dans de l'eau, il y a une diversité microbienne qui aide les enfants en très bas âge. En fait, aujourd'hui, on fait ingurgiter tout et n'importe quoi aux gens et on voit tout ce qui existe entre l'obésité et toutes les maladies modernes qui existent. Je ne suis pas sûre que le mot fromage aujourd'hui a encore lieu d'exister. Peut-être qu'on ferait se démarquer sur un autre domaine. Il y a plusieurs niveaux de réponse. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de culture autour de ça. Parce que derrière le mot fromage, même derrière le mot camembert, on peut avoir des choses extrêmement différentes, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de connaissances de ça. En même temps, légalement, ce sont des fromages. C'est-à-dire il y a du lait, des ferments, du sel, de la présure. Et voilà, c'est un système et ils contiennent des micro-organismes. Moins diversité. Mais on a laissé les industriels faire tout et n'importe quoi sur les dernières 60 ans. Et en fait, entre ce qui se passait dans les micro-organismes de l'alimentation il y a 60 ans et ce qu'on sort aujourd'hui dans des boîtes rondes qui ressemblent à du camembert, je ne suis pas sûre que du point de vue santé humaine... On est d'accord, mais il y a plusieurs... c'est une évolution sur 50-70 ans. Hein. C'est sûr qu'avant, c'était 100% de lait cru. Hein. Mais la pasteurisation, il ne faut pas oublier que c'est pour éliminer la brucellose, pour éliminer la tuberculose, et ça a quand même bien fonctionné à une époque où on mourait quand même de ça. Donc il y a eu quand même beaucoup d'effets positifs au départ de cette préoccupation de la manière dont on produisait. Et après, il y a eu un changement d'échelle, et il a fallu produire plus. Bon, donc, qui dit changement d'échelle dit dénaturation d'un certain nombre de choses. Hein.
dans les pratiques. Parce que standardisation, parce que voilà, sécurisation, standardisation, etc. Mais oui, c'est pas la même chose. Et ce serait bien que le citoyen sache que il n'achète pas la même chose. Voilà. Mais c'est quand même des fromages sur le plan de la définition. Et ils contiennent des micro-organismes. Voilà. Ils ont moins de goût, ils ont évolué dans un sens pas forcément satisfaisant sur le plan aromatique, mais ce sont encore des fromages sur le plan légal. Oui, quand on voit les problématiques liées au lait et la quantité de lait UHT craqué que les gens boivent, et les gens sont malades, est-ce qu'on doit encore appeler ça du lait? Et en fait, la question, elle est la même sur le fromage. Quand le lait il est craqué, on a pris la caséine pour faire quelque chose, la protéine pour faire autre chose, et on met tout ça dans un espèce de truc qu'on fait prendre avec des ferments. Ça s'appelle toujours du fromage. Non, alors c'est c'est pas comme ce ça. qu'on vend, mais Industriellement, c'est pas comme ça que sont faits les fromages. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le lait, c'est du lait de grand mélange. Donc déjà ça, c'est un facteur très différent d'une petite production faite à partir d'un lait. Voilà. Donc c'est du lait de grand mélange. Et ensuite, il est standardisé en protéines, en matières grasses. Donc standardisé, ça ne veut pas dire qu'il est, il est standardisé. On enlève une partie des protéines ou des matières grasses. Voilà. Et ensuite, il est traité thermiquement, plusieurs fois. Donc ça, on est d'accord. Mais il n'est pas fait d'un mélange de poudre comme ça. Non, c'est comme fait à partir de lait liquide. Les technologies à membrane ont permis ça. Mais je ne défends pas ce qui est. Je dis juste que, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est un modèle alimentaire qui s'est développé et qu'il est peut-être salutaire de réinterroger. Parce que le lait, c'est une matière première très très noble et très très fragile, ne serait-ce que le mettre au froid. Vous prenez du lait de vache, vous le mettez au froid, vous changez déjà la biochimie du lait. Il y a des protéines qui sortent, qui changent d'endroit, etc. C'est un tout extrêmement noble et fragile, le lait. Donc c'est sûr que passer dans des pompes, passer dans des écrémeuses, bien sûr que ça a un impact. Bien sûr. Et qu'on ne s'est pas trop posé la question de est-ce que pour notre organisme, c'est la même chose de manger un fromage au lait cru ou un fromage dont le lait a subi un certain nombre de choses avant. Il y a, je pense, en filigrane de ça, quand on fait un pas en arrière, des choses vraiment hallucinantes. Et bon, moi je ne suis pas médecin, donc je parle ici avec une grande naïveté, je suis microbiologiste. La dernière fois qu'un microbiologiste a parlé ici, ça s'est d'ailleurs assez mal passé, je crois. Je ne suis pas pasteur, hein, mais... Alors je prends les choses très naïvement. On avale tous les jours des émulsifiants, dont on sait très bien que c'est des régulateurs du fonctionnement du microbiote humain. On en avale des quantités absurdes. On avale des conservateurs dont certains sont antimicrobiens, évidemment, parce que c'est une façon de conserver les choses. On avale aussi des conservateurs antioxydants, comme je crois que c'est le tertiobutyle, là, dont je viens de découvrir qu'en fait, vous en avez tous mangé aujourd'hui au moins une fois, hein, et le problème c'est que c'est cancérigène. Voilà, alors ça va bientôt être interdit, donc on ne va plus en manger. En réalité, il se passe deux choses absolument hallucinantes. La première, c'est que parce que la chimie nous fait moins peur que le vivant, les dangers majeurs chimiques ne sont pas discutés, là où on ergote sur des dangers mineurs du vivant. C'est ça qu'on discute aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre problème. Il y a qu'on est incapable de compter l'invisible. Vous pouvez compter les morts aiguës d'une intoxication alimentaire. C'est facile, un enfant le ferait. Est-ce que vous arrivez à compter les morts des gens dont la vie est débilitée, au sens étymologique du terme, et raccourcie par des maladies chroniques? Des maladies chroniques. Vous les comptez, cela? Non, parce que finalement, le malheur humain, on s'y habitue, s'il n'entraîne pas la mort tout de suite, on compte que les morts violentes. Et donc, derrière, il y a deux impuissances, qui sont des impuissances culturelles, l'impuissance de compter la mort lente, là où on compte la mort aiguë, et l'impuissance de balancer le chimique et le vivant comme des outils et des dangers à la fois. Si je fais un pas de recul, c'est ça, là. On est au carrefour de deux incohérences, de deux impuissances culturelles. J'ai plusieurs remarques là. Je suis très étonnée de trouver dans cette présentation, de retrouver en fait parmi les affiches que les fromagers vont pouvoir présenter dans leur magasin, les allégations de l'ANSES. Les fromagers ne peuvent pas se mettre à la place des médecins. Ils ne sont pas crédibles lorsqu'ils vont tenir un discours sanitaire. Donc on part de ce livre blanc qui fait le constat qu'on manque d'éléments très objectifs pour défendre le lait cru, ses bénéfices à long terme. On a des intuitions fortes, c'est plus que des intuitions, mais il faut le prouver scientifiquement, il faut que ce soit partagé, il faut que ce soit relayé par les médecins. Tant qu'on n'aura pas réussi ce cap-là,
les fromagers pourront dire que c'est bon pour la santé, personne ne les écoutera. Donc il faut en passer par là. Il faut en passer par là. Ensuite, je pense que d'expliquer à un consommateur qu'un fromage c'est un produit vivant, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Donc je pense que ça vaut le coup. L'histoire sur le lactose, ça vaut le coup. Les allergies, ça vaut le coup. Insister sur l'impact que ça a sur le microbiote intestinal, ça vaut le coup. Et ensuite, la discussion, et on va faire cet exercice ensuite avec Fabienne, la discussion, elle peut se nouer avec un consommateur et selon son degré aussi d'acceptabilité un certain nombre de choses. C'est du cas par cas. Je pense que les consommateurs qui demandent ceinture et bretelles, c'est important de leur donner l'information. Vous pouvez quand même consommer si vous voulez vraiment être tout à fait... ne prendre absolument zéro risque. Vous pouvez consommer des fromages à pâte pressée cuite et en enlevant la croûte et donner ça à vos enfants, aux personnes âgées. Voilà, parce que sinon c'est zéro, sinon c'est aucun fromage. Jean-Philippe Bonnefoy, Oui. je voudrais quand même remercier le travail qui est fait par la Fondation, parce qu'on revient vraiment de loin. Quand l'arrêté est paru en disant que les fromages au lait cru étaient dangereux pour les enfants de moins de 5 ans, heureusement qu'il y a des personnes qui sont quand même nombreux là, dans cette salle qui se sont levées pour dire qu'il y a des risques. De toute façon, c'est triste à dire, moi ça me fait chier, je fais du fromage au lait cru, j'en ai mangé, j'en ai donné à mes gamins, ils vont très bien. Mais l'État a une puissance. Demain, s'ils augmentent la puissance des autocontrôles, surtout vis-à-vis des steaks, chez les producteurs fermiers, je vais redire ce que j'ai dit ce matin, le risque c'est que ça sera insoutenable économiquement et qu'on ne pourra même plus faire du fromage au lait cru parce que la seule solution qui risque de devenir économiquement viable, c'est de pasteuriser le lait, avec le risque que ça convient. Donc l'importance du travail qu'on fait avec la Fondation, c'est de rééquilibrer le discours. Après, nous, les professionnels, il faut qu'on s'approprie tout ça, c'est l'intérêt de ces affiches. Alors bien sûr, c'est le départ, on va améliorer les choses, et il faut arriver d'expliquer à tous les consommateurs le plus, le moins. Mais le risque zéro, on peut le tourner dans tous les sens, et je l'ai tourné dans tous les sens, il n'existera jamais. Après, on va informer... C'est vrai que de parler du lait pasteurisé, en tout cas chez les fermiers, à mon avis, c'est une erreur sanitaire grave. Moi, je ne vois pas comment on peut gérer un lait pasteurisé en étant à la fois à l'élevage, rentrant dans la fromagerie après avoir fait une pasto avec les risques de contamination du lait. Je pense que c'est une grosse ânerie sanitaire. Donc là, on a des arguments, on va les mettre en avant. Et il faut informer le consommateur. C'est l'éducation du consommateur. Ce sera lui le meilleur défenseur des laits crus. Quand il verra que c'est bon pour son microbiote, qu'en fait il peut en manger parce qu'il n'y a pas de problème de lactose, que c'est bon pour les allergies. Quand toute cette connaissance diffusera, ça devient le consommateur le meilleur défenseur des fromages au lait cru. Et ça pèsera dans la balance des décisions. Mais encore faut-il qu'il sache qu'il ait des éléments d'information, et c'est le but de ces affiches. Moi, je voulais intervenir également. Donc, merci pour ce travail. Je pense on peut voir le sujet de deux façons, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, si je puis dire. Moi, je pense que ce travail qui est initié par la Fondation, c'est quand même un travail assez formidable pour mettre en valeur ces bénéfices de la consommation des fromages, et on l'espère, des fromages à haute biodiversité tels que les fromages au lait cru. Pour nous, c'est très important de donner des éléments de compréhension aux professionnels. Alors, il est vrai que quand on regarde ces affiches, elles sont certainement perfectibles, mais moi, je pense que ces affiches, elles sont plutôt faites pour constituer une base de connaissances pour les professionnels, et notamment les crémiers fromagers, parce que quand vous regardez ces documents, il y a beaucoup d'écrits, et moi, je ne les vois pas très adaptés dans des points de vente, sans explication, sans accompagnement des professionnels. Et c'est bien ça le travail que l'on mène à la Fédération des fromagers avec la Fondation, c'est d'essayer de donner des clés de compréhension pour les professionnels qui ne vendent pas de l'immatériel. On a des professionnels qui vendent du fromage, qui ont
un aspect de responsabilité dans leur acte auprès des consommateurs. Et effectivement, il faut que le choix du consommateur il se fasse de façon éclairée. Alors bien évidemment, les crémiers fromagers, c'est des ambassadeurs des fromages au lait cru. Ça fait partie de notre ADN et sans demain les fromages au lait cru, on ne sera plus grand-chose. Donc pour nous, c'est indispensable d'avoir ce travail. Mais pour autant, il faut, je pense, être réaliste par rapport à la situation. Il y a une situation réglementaire qui existe et on ne peut pas s'en extraire. On a cette logique de responsabilité vis-à-vis du consommateur qui fait son choix après, de façon éclairée. Et je pense que ce qui est important, et vous l'avez dit à travers les échanges de ce matin, c'est qu'on est juste à un début. Et d'ailleurs, je crois qu'un des slogans de la Fondation, c'est que pour que l'histoire continue, on est vraiment au démarrage de quelque chose. Et je pense qu'il est intéressant dans cette journée, ça nous montre aussi l'étendue des connaissances, mais aussi les manques que l'on a actuellement. Et on voit qu'il y a quand même un manque assez criant de données sur les fromages au lait cru en tant que tels. Et je pense que demain, ça doit être vraiment un axe qu'on doit tous pousser pour faire en sorte qu'on aura beaucoup plus de données et d'arguments pour faire avancer les choses, avancer le milieu scientifique, le milieu de la médecine. Et effectivement, c'est une base de départ qui me semble déjà indispensable. Merci. J'ai une question qui m'a été posée par des producteurs, à savoir, parce qu'on parlait justement de réglementation, sur le fait que quand on vend des produits alimentaires, on n'a pas le droit d'utiliser directement sur l'étiquetage des allégations santé. Et du coup, je voulais qu'on ait une discussion là sur c'est quoi la bonne façon d'utiliser ces affiches. Il y a effectivement, c'était une réflexion, dans la mesure où un professionnel affiche sur une vitrine, dans son magasin, des allégations nutritionnelles ou des allégations en termes de santé, ça relève effectivement des services vétérinaires et des autorités sanitaires de manière générale. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Ce n'est pas l'objectif de ces affiches. Donc on rappelle un certain nombre de choses, mais rappelez-vous également que jusqu'à présent, la communication, ça a été les stickers, la femme enceinte barrée, etc., les enfants barrés. Donc là, on apporte quand même des éléments qui n'apparaissent nulle part ailleurs. Voilà. Oui. Moi, j'avais une question quand même par rapport à quelque chose qui est crucial pour moi, c'est la diffusion de l'information. Parce qu'effectivement, il y a quand même, la proportion de la population qui fréquente les crèmes fromageries est très faible. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est quand même à l'époque des réseaux sociaux et des influenceurs. Je voulais savoir si la Fondation Lait Cru avait envisagé comme piste de faire appel à des influenceurs pour diffuser justement toutes ces connaissances. Ça peut être par exemple des influenceurs crédibles, comme je pense à Jamie Gourmaud par exemple. Est-ce que c'est une piste qui a été envisagée ? C'est l'objet de la prochaine réunion. Voilà. Maintenant qu'on a tout en main, comment on déploie tout ça. Voilà. Donc c'est l'une des pistes, oui, bien sûr. Je vais reprendre monsieur. La proportion des crémiers fromagers n'est pas très faible. Pour une bonne et simple raison, c'est vrai qu'il y a 15 ans, il n'y avait plus que 1800 entreprises de détail en boutique et en marché. On est à 4400. La part de marché est quand même au niveau des fromages, nous sommes quand même passés maintenant à environ 10 à 15%, et notamment pour les fromages au lait cru, où on représente une part beaucoup plus importante. Donc c'est vrai qu'on est concerné en premier par cette notion, et d'ailleurs le délégué général en a parlé, que nous c'est primordial ces fromages au lait cru, sachant que chacun dans son point de vente fait ce qu'il veut et vend ce qu'il veut, mais par contre on a besoin d'informations. Il est vrai que notamment d'avoir des documents. Quand on dit que tel fromage, ça apporte tel bien, etc., si on peut l'argumenter par des documents, on est plus crédible. Parce que la parole, c'est une parole, mais la parole, vous lui faites dire ce que vous voulez. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de documents, et puis ça va évoluer. Et comme on a dit, ça, c'est une base de travail. On peut évoluer. C'est vrai que peut-être la 5e fiche, la dernière fiche pose problème, parce qu'on parle avant tout, on veut parler des bénéfices. Mais on ne peut pas négliger de dire à ses clients, vous faites ce que vous voulez, vous êtes une femme enceinte, sachez que ce n'est pas recommandé, mais vous faites ce que vous voulez. Et ça, on est obligé de faire passer ce message-là, qu'on le veuille ou pas. Parce que le jour où vous aurez un gros souci, là, personne viendra vous aider en vous disant c'est bien, vous avez défendu le lait cru. Donc c'était juste ça qu'on a besoin d'informations, besoin de documents,
que nous, on s'est associé à la Fondation parce qu'au moins, on parlait du fromage et du fromage au lait cru, mais il n'y a pas que, puisque la preuve, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a très peu d'études sur le fromage au lait cru, et donc ça va permettre peut-être d'avoir plus...